ci n'existe plus. Hein. Donc, bon j'ai retrouvé des cartes postales, j'ai trouvé des articles de presse, Vosges Matin, de 2018 qui font part de sa démolition. Donc, il se trouve que cette grande maison, maintenant, elle a été démolie pour servir de parking à la salle des fêtes, hein, tout simplement. Alors, cette grande maison, elle a servi au début du XXe siècle de poste à Granges. Et j'ai effectivement retrouvé des photos où on a les deux perrons. On a donc le premier perron qui servait d'accès à la poste. Il y avait aussi à l'intérieur plusieurs appartements. Mais c'est pas là que se trouvaient les Jacob, parce que j'ai bien retrouvé le recensement et c'est pas là donc que Monique n'a jamais habité là, parce qu'ils y sont en 1936, sachant que je les ai ailleurs avant. Hein. Et quand ils y sont en 1936, la maison où ils résident, c'est une maison qui ne comprend que 2 appartements. Et ça, on le voit sur le recensement de 1900, enfin sur tous les recensements d'ailleurs. On a les individus, on a les familles et on a les bâtiments. Donc, la maison qu'ont occupée les parents Jacob ne comprenait que 2 logements, si bien que ça ne peut pas être cette maison-là. Après, j'aurais voulu étudier avec vous les recensements, parce que par rapport à la maison où résidaient Émile et Émilie Walter en 1936, qui est juste en face du kiosque, c'est une magnifique demeure. Hein. Oui, on voit bien, hein, on reconnaît très bien dans le recensement l'hospice avec les pensionnaires, les bonnes sœurs. On a à cet endroit-là aussi un regroupement de gendarmes. On a la maison des Jacob, et qui se situe le numéro juste à côté de celle de Émile et Émilie Walter. Donc ça devrait nous permettre de trouver vraiment plus précisément. Donc ça c'est la fameuse maison de Émile Walter. Je ne sais pas comment ils font, s'ils les prennent l'une après l'autre en suivant, ou alors s'ils traversent la route. Et ça, on peut chercher ensemble si on a sous les yeux, parce que voilà, moi je peux me tromper, mais je veux bien vous partager. Il faudrait que vous lisiez d'abord l'article du maire de Granges qui parle de l'ancienne poste. Et comme ça, on peut essayer de revoir ensemble. Mais ce que je sais, c'est que la salle des fêtes a dû être construite en 1927 et ils ont dû abattre une maison à ce moment-là. Donc, il pourrait s'agir de celle-là. Maintenant, à côté de la maison d'Émile Walter, à l'heure actuelle, on doit y voir une boucherie, une petite maison, une boucherie de mémoire. Mais ça, voilà, il faudrait qu'on regarde ensemble. Mais dans l'ordre des maisons, la maison où habitent les Jacob, Grande Rue, donc qui a changé de nom également, c'est le numéro juste à côté de celle-là. Donc chez les Walter en 1936, on doit avoir une cuisinière, un comptable, 2 femmes de chambre. Donc on peut vraiment pas se tromper de maison. Alors ça pourrait être ça éventuellement, ce qui se trouvait là à l'époque. Incroyable, encore une histoire de boucher. Je vais déjà vous passer un lien sur le chat là, qui explique un peu la construction de la salle des fêtes, l'ancienne poste, et à la place de la salle des fêtes, donc c'était des champs. Et il raconte aussi qu'une maison a été démolie. Donc, je vous mets ça sur le chat. Et non, c'est un autre sujet, parce qu'effectivement, sur le chat, j'ai repris Louisette qui parlait de l'entreprise de blanchiment, de blanchisserie où ils ont tous,
où beaucoup ont travaillé, Garnier-Thiebaut. Donc, je précisais que les deux noms, Garnier-Thiebaut, c'est vraiment indissociable. Ah oui. Parce que voilà, les gens après vont s'imaginer en écoutant que ça peut avoir un rapport avec notre Thiebaut là, Ouais, et ça n'est absolument pas le cas. En fait, Garnier-Thiebaut, c'est une maison très très connue. Si vous allez chercher un peu sur le net, vous allez trouver de la littérature, hein. Donc l'entreprise existe encore à Gérardmer. Ils font du linge de maison de très 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 bonne qualité. C'est vraiment vraiment de la très haute qualité. Ce qu'on avait à Granges, c'est un peu un établissement plutôt secondaire, c'était juste la blanchisserie. Et je pense avoir trouvé, mais on va peut-être pas tout mélanger et on en parlera après. Je pense avoir trouvé là où c'est et pourquoi justement beaucoup de gens de Barbey-Serroux et Arentès travaillaient là-bas. C'est assez logique, mais si on va sur la carte, on ira un petit peu plus tard si vous voulez bien. Et quand tu... La page du recensement 36, où on trouve les Jacob. Donc c'est en 26 qui sont là. En 36, ils sont déjà aux jumeaux. Et en 1921, on les trouve rue du Tauly. Et aux jumeaux, ils sont où exactement alors du coup, c'est difficile parce qu'on n'a jamais le nom des rues. Par contre, en cherchant un petit peu, on se rend compte que les lieux-dits sont quand même... c'est pas énorme, hein. C'est vrai que ça se résume presque à la rue du Tauly, hein, aussi. le quartier des jumeaux, le lieu-dit des jumeaux, il y a 10 maisons à tout casser, même pas. Une famille qui n'a jamais bougé et qu'on va repérer très très facilement, là je peux vous amener, c'est la famille Aubry, qui compte 19 voire 21 enfants. Quand vous allez voir où ça se situe, vous allez halluciner. Et le lieu-dit ne comporte qu'une maison, donc on ne peut pas se tromper, hein. Après les autres, voilà, il faut raisonner un peu par logique, sachant qu'il y a des bâtiments qui ont pu être démolis. Dans la même série, donc j'ai localisé Charlotte Thiebaut, donc qui en fait, elle a jamais bougé de sa vie, hein. Donc elle s'est mariée en 35, elle a un fils unique qui habitait le bled, enfin le bled, c'est vraiment tout à côté, c'était tout à côté de chez elle, mais ça fait partie de Granges. Et donc c'est un quartier qui s'appelle Le Sauteur, et quand on la retrouve, la Sauteur. Et quand on la retrouve en 84, quand elle témoigne, elle est toujours au même endroit. Donc elle n'aura jamais bougé de sa vie. J'ai le sentiment qu'elle n'a pas eu de descendance. Non, elle s'est mariée avec Georges Vincent, qui lui était fils unique. Donc au moment où elle se met avec lui en 35, il vit lui-même tout seul avec son père. Sa mère est déjà décédée. Et si on va sur la carte, mais j'étais en train de vous de vous chercher les liens. Et en fait, les Aubry, si on regarde bien, ils sont aussi tout à côté. Et eux, ils bougeront jamais de leur vie non plus. Et on est dans le coin de Arentès, hein, et dans le coin de ce que je pense être l'endroit où se situait l'entreprise Garnier-Thiebaut. J'ai même retrouvé des images, parce que c'était une blanchisserie, ils blanchissaient du linge. Donc, j'ai trouvé une personne qui témoigne. Donc, il y avait des champs, et les gens étaient obligés donc de faire... de faucher leurs champs à un moment donné, pour pouvoir en fait se servir pour étaler tout le linge. C'est en quoi consistait la blanchisserie pour faire ce linge, pour Garnier-Thiebaut justement. Et on a justement des lieux-dits à Granges qui s'appellent comme ça. Et la personne qui en témoigne, c'est un descendant qui indique que ses grands-parents, qui avaient la ferme de Blanchefeigne, les champs servaient à ça, pour la blanchisserie. Là, tu vois un chemin qui monte. Et ça, c'est tout le quartier de la Sauteur. C'est là où on va retrouver Charlotte.
quand elle va se marier en 35 et qu'elle quitte la maison de ses parents. Donc ça, c'est le dit Hermefosse, la maison toute seule, là, cette clairière, qui dépend de Granges. Et ça, c'est là où on va retrouver les Aubry. Ah ben non, c'est la famille qui a 21 enfants. Et donc, l'un des Aubry deviendra le mari d'Yvette. Les fameux 2 frères. Voilà, la sœur d'Albert. D'accord. Il vient de cette petite ferme-là. Ils n'ont jamais bougé. C'est sûr qu'avec 21 enfants, on ne déménage pas de trop. Hein. Donc ça, je les ai en 21, en 26, en 31, en 36. Henri Voilà. Ernest étant le mari de Main. Oui, et l'autre a un rapport avec Christiane Verdu, effectivement. Oui, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Okay. Donc ceux-là, voilà, on ne peut pas se tromper. Hein, il n'y a qu'une maison au lieu dit. Hein. Okay. Mais donc, quand on redescend les recensements avec les Vincent, on voit que ils sont vraiment, ils sont vraiment voisins. De toute façon, le Sauteur, c'est cette boucle, la Sauteur. Et Charlotte, en 84, elle y est encore. Donc, elle bougera jamais. Ouais, c'est vraiment pas loin d'Arentès. Hein. Ben voilà. Bessérou tout près. Et d'Arentès, on peut y aller à pied. Hein. C'est la promenade du dimanche, hein, même pas. Hein. Voilà, c'est ça, ou en vélo. Enfin, voilà, c'était très simple. Oui, donc, et on s'interrogeait sur l'étonnement de Charlotte, mais bon, voilà, quand elle est interrogée en 84, en fait, elle a déjà 73 ans, hein, la Charlotte. Hein. Et bon, elle a déjà quitté le foyer. On apprend aussi dans la nécrologie de Albert Thiebaud qu'il a une sœur Ernestine qui est décédée pendant la guerre. Et au-delà de ça, il y a encore une grande sœur qui s'appelle Madeleine. Et j'ai fouillé un petit peu par rapport à cette Madeleine. Donc, elle aurait fait sa vie en tout cas, elle est décédée sur Oyonnax. En fouillant un petit peu, je me rends compte qu'elle s'est mariée en 1939. Et comble de la chose, elle s'est mariée avec un Robert Thiebaud. Ce Robert, il est un petit peu plus vieux qu'elle. Il est né à Épinal, ce qu'on appelle Épinal-Saint-Laurent. Et donc, ils termineront leur vie tous les deux sur Oyonnax. Mais elle aurait pu prendre un peu le relais parce que c'est une grande sœur. Dans les grandes sœurs, on avait Ernestine. Née en 15. Née en 1915 et Madeleine, elle est née en 20, le 1920, je crois. Oui. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir à qui appartient la maison où va habiter Roger Jacquel et Quinet. Tiens, ça m'intéresse. Parce qu'au départ, Roger Jacquel ou Quinet, ils sont pas dans cette maison. Hein. Le couple est arrivé dans cette maison. Historiquement, les parents de Roger et de Serge et de Michel et Daniel, je crois, ils sont rue de Latte de Tassigny aussi. Hein. Oui, c'est pour ça que je te dis que la ferme où ils sont là. Ouais. Je ne sais c'est pas. La maison historique. Voilà. Au fait, si par la suite on veut rechercher, parce qu'on parlait des Jacquel, patati patata, j'ai retrouvé encore la génération du dessus, des parents de Germain Jacquel, si ça peut servir à l'occasion. Donc j'ai ça sous le coude. Parce que c'est impossible que les Aubry, les Quinet, les Jacquel, par exemple, ne connaissent pas la famille Thiebaud. Ah oui, pour moi, impossible. Impossible. D'autant plus, j'avais noté une similitude. Il y avait 3 semaines d'écart dans des naissances. Alors, c'était qui? Ça devait être une des sœurs Quinet. Et puis la petite dernière de chez Thiebaud, Odile, en 34. Oui, non, mais c'est impossible après ce qui s'est passé à la bataille de Sarifin. C'est pas possible. Voilà. Bon, alors, moi, je me demande, en tant que veuf, est-ce qu'il n'aurait pas bénéficié d'un régime de faveur, Ernest Thiebaud,
pour s'occuper de ses enfants, puisqu'il a perdu sa femme en 38. Ah ouais, c'est possible, hein. Oui, mais On se demande pourquoi il a été fusillé. Moi, je viens de retomber sur un passage là où concernant Yvan Hommel, qui est adulé, hein, qui revient en héros, et donc il dit que en fait, il a été balancé. Et c'est pour ça qu'il se retrouve déporté. Donc je cherche des explications sur pour le sort d'Ernest. Hein. On saura jamais. On saura jamais. Oh non, ça c'est un truc interne qui sont passés entre eux. Hein. Tu crois que dans des archives, comment André Moulin a pu tomber il nous relate le fait dans son livre. Non, il t'explique pas pourquoi ils l'ont exécuté. Hein. Non, le pourquoi, non, parce que... Bah voilà, c'est ce que je te dis, tu ne sauras pas. Je prends un exemple de René Hardy, qui est le grand exemple français du problème de la résistance en France et toutes ces bizarreries. Et ben René Hardy, il s'en sort. Il passe 2 fois en procès, il est 2 fois condamné à mort et il sera jamais exécuté. Et il a droit à un procès public. Et Ernest, non. Ça se passe dans une caserne. C'est interne. Je ne sais pas quoi. C'est quand même très étonnant, c'est qu'on a les mêmes dates de déportation avec Robert, son fils. Par contre, comme on a les mêmes dates de déportation, Robert, il a pu parler quand même à son retour. Il peut pas ne pas savoir ce qui s'est passé, lui. Moi, je te dis, faut faire gaffe, faut être très prudent, parce qu'à cette époque, il y a des règlements de compte entre les gens. Ah oui, j'ai dans une histoire assez proche, j'ai connu une femme qui avait été tondue, hein, aussi. Donc voilà, donc il y a des règlements de compte. C'est pas chouette, hein. Tu sais pas, il y a des histoires de terre, de pognon. Le plus étonnant que je retiens, c'est qu'il n'a pas droit à un procès. Donc pour moi, c'est interne. Voilà. Ça se passe entre l'armée, la résistance et je sais pas moi, un procès militaire, quoi, martial. Je ne sais pas à quoi il répond, mais j'ai retenu quand même que la position allemande était sur son champ. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas le choix en même temps. De là, il reçoit deux fois par les Américains, les Anglais, la résistance. Ils reçoivent des armes, ils se cachent dans leur ferme, pour qu'il fait partie de la résistance. S'il se fait liquider à la libération de la France, à mon avis, ça va voir avec la résistance. Voilà, en 1936, quand ils sont jumeaux, les Siméon, ils sont voisins directs des Jacob, aux jumeaux. Incroyable. Et on a René, le petit dernier. Incroyable. Tu sais que le meilleur pote de Roger, Jekyll, oui, bah oui, c'est René Siméon. Qui est rue Roger Salengro. Et donc René, c'est le petit dernier de la famille, parce que c'est une très très grande famille aussi. Hein. Et lui, il est présenté comme Roger Jekyll le présente comme son beau-frère. Mais oui, il y a un lien par rapport au tisserand, par rapport à lui, il épouse une tisserand et la mère Yvonne, c'est donc la belle-mère de... C'est Yvonne Jaquel, est née tisserand. Oui, c'est la mère de Paulette et Violette qui est Yvonne Tisserand. Voilà. C'est la mère qui naît, en fait, est née Tisserand. Mais pareil, il y a des écarts de plus de 20 ans entre les aînés et les benjamins dans la famille. Donc ça rend pas les choses faciles. Donc on peut même avoir des oncles plus jeunes que leurs neveux et ainsi de suite. Et Yvonne Tisserand, elle est née à Arentès. Ouais.
Mais c'est vrai qu'on était, au début de l'histoire, on était vraiment toujours concentré sur Jussarut, Erpelmont. Et là, on va vraiment sur l'autre versant. Oui. Mais c'est quand tu m'as dit Arentès, Barbey-Sérou, c'est tellement petit que c'est la même école. Et là, ça m'a fait tilt. En me disant, bah oui, vu leur naissance, ils ont tous été à la même école. Ils se connaissent, tous. Bah, après, j'ai des photos de l'école des Yvelines avec un témoignage que je peux vous poster aussi. C'est assez intéressant hein, de voir comment ça se passait pour l'école hein, Ouais. dans ces années-là. Donc, le gars raconte qu'il traversait la forêt en sabot pour aller à l'école et que, bon, voilà, il y avait qu'une seule classe aux Yvelines avec tous les âges. Hein. Et c'était la même chose pour Arentès et Barbey-Sérou. Donc forcément, à 1, 2, 3, voire 4 ans près, forcément, les gens sont allés à la même école et se sont connus tout jeunes. D'autant plus que il n'y avait pas la télé. Dans les fermes, les gens s'entraidaient parce qu'il y a des choses qui sont quand même très saisonnières. Donc il y a besoin de s'entraider à certains moments. Les gens passent leur vie dehors. Hein. Ils se croisent dans la rue, les gosses jouent ensemble. Voilà, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de jeux électroniques, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Donc voilà. Mais il y a du lien social. Alors, quand on parle des étangs de André, je pense qu'il parle du Rayo. Il y a des traces de fêtes. C'est un étang qu'on peut louer. Je crois que Franck en parlait, il y allait. C'est vraiment tout près. Donc il y a un étang, mais il y en a 2 tout petits. Bah, Oui, alors ça c'est le Rayo, justement. Il y a un petit chemin et moi j'ai situé, je pensais que voilà, on a les jumeaux et on a une petite route qui part sur la gauche. On voit l'étang là, le Rayo. Donc celui-là, il se loue. Dans Vosges Matin, on a des traces, justement, des gens de l'Épange en plus qui sont allés faire une fête. On peut le louer, c'est un emplacement. Et il y en a 2 tout petits juste à côté. Il y en a un tout petit devant là. Et un autre, voilà. Alors, je ne sais pas si ça fait partie vraiment du même lot. Mais sinon, voilà, ça pourrait être aussi un peu de la légende, l'étang d'André. Ça pourrait être... Juste l'étang de où habite André. Voilà. Et sachant que de toute façon, oui, ils ont dû... quand ils organisent Méchoui, c'est là, hein. C'est là qu'ils vont. Ça, effectivement, je me suis posé la question puisqu'on sait qu'il habite aux Jumeaux en 84. Même avant, quand... Le problème, c'est que chez les jumeaux, il y a quand même des sacrées baraques. Hein. Alors, si tu poursuis la route, tu vas tomber sur un marbrier. Ça, c'est assez intéressant. Je suis allée voir un peu... justement, c'est une marbrerie qui... Voilà, tout en bas de l'écran, là, on voit un bâtiment. On trouve une petite vidéo sur YouTube sur comment ça fonctionne. Et la maison existe depuis... a été fondée en 1936. Et donc voilà, après, avec les recensements, on devrait pouvoir, mais il faut vraiment étudier ça à la loupe. Après, ce qui est embêtant, c'est que les routes ont changé de dénomination aussi, parce que on part des Jumeaux et on arrive route de Tolly. Donc ils ont habité ce coin-là, ils sont partis au centre-ville et ils sont revenus après. Voilà, c'est agrandi là. Okay. Effectivement. Ça, c'est un bon candidat. Ouais, par exemple. Oui. Bon, après, le Léon, il n'était pas cultivateur, lui. Hein. Non, mais c'est-à-dire dans les années 40, il n'y a pas grand monde ici. Hein.
Bah, il faudrait faire, voilà, avec, Peut-être la maison n'existe plus, hein, aussi. C'est eu la vu, guerre. vu du haut, je pense qu'on trouverait encore des traces, un peu comme le hangar à l'éponge. Mais il y a Tu un vois, truc au carrefour vu d'en haut. d'après, là. Plus près de l'étang encore, le carrefour d'après. Il y a des traces. C'est quoi ça? Ouais, Là. là. Là, voilà, il y a peut-être quelque chose. Non, c'est des travaux. Ouais. Oh, c'est un tertre, c'est... Je sais pas. Oui, Ouais, ça peut être quelque chose qui a été démoli, effectivement. tout à fait. Et en effet, du coup, ils sont super près de l'étang et quand ils viennent... Il faudrait des récits d'enfants, Jacob, savoir s'ils jouaient... Bah, tu sais, tu arrives à trouver des trucs chez les Gringeaux. Et alors, tu te rappelles, à un moment donné, je t'avais dit que Sabrina Rhys, elle était copine avec... enfin, tu m'avais fait remarquer que c'était certainement la même, mais c'est bien Kiefer Rhys. Et cette fille-là, elle travaille à l'accueil de l'éponge. Pas de l'éponge, pardon. Comment ça s'appelle? L'accueil de la Vologne. Les anciens hospices, juste en face de la salle des fêtes à Granges. Et cette fille, elle est super intéressante parce que tous ces pensionnaires, elle leur fait raconter un peu leur vie et elle fait partie du groupe Les Gringeaux sur Internet. Donc les gens échangent pas mal de photos et elle échange justement avec ses pensionnaires. Ça met un peu de vie dans le foyer. Puis comme ils se connaissent tous depuis longtemps, t'apprends plein de choses en fait. C'est là que j'ai appris les histoires pour les draps de chez Garnier de Thiebaud et tout ça. Les gens racontent la vie de leurs grands-parents. Voilà, Ça peut être le tas de ruines là à côté. Hein. Ouais, c'est ça, voilà, ce tas de ruines. Et la première maison qui semble être là depuis longtemps aussi. Qui est plus une ferme. Bon, je voudrais m'arrêter quelques instants sur une carte heuristique qui démarre à Aumonzey. C'est Kraft qui s'en est occupé, Brimbel aussi. Techniquement, plutôt Kraft. À propos donc d'un survol avec les gens d'Aumonzey, où on commence en fait leur... comment ça s'appelle le recensement. Généalogie, non. Où on commence... Où commence, où ils ont commencé donc avec le recensement dès 36. Donc si on se base en 36, à partir de 36, entre Aumonzey et Granges, et on s'intéresse au Jacob. Alors par exemple, il y a la famille Jacob. Alors comment on peut la présenter très vite à Aumonzey dans les années 40 par exemple? Rapidement avec cette carte, je t'en prie, Kraft. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà entendu dire les Jacobs sont des Godel. Et en fait, on entend ça, mais en quelques mots, on va préciser pourquoi. Alors déjà, il y a la mère de famille, Adeline Godel, qui est en effet une Godel, issue de parents Jean-Blaise Godel et Marie-Joséphine Antoine. Vous avez les dates de naissance. Elle vient de Plainfin. Et dans le même village de Plainfin, il y a une autre famille Godel, manifestement une autre, où il y a Marie-Léontine Godel, qui a plus ou moins le même âge que les Godel de la famille d'Adeline. Et cette Marie-Léontine Godel a un enfant, Léon Godel, en 1896. Quand on regarde l'acte de naissance de Léon, de ce Léon-là, donc le père de famille, on voit qu'il est né de mère célibataire. Marie-Léontine Godel était donc déclarée mère célibataire à la naissance de Léon. Et 1 an et 2 mois après, elle épouse Édouard Denis Jacob, qui, comme ça se faisait beaucoup, légitime le fils de Marie-Léontine par mariage. Et donc, au moment du mariage, le 9 juillet 1897, Léon devient Léon Jacob. Adeline Godel et Léon Jacob se marient en février 1920.
À cette époque, manifestement, ils habitent à Granges. Ils viennent plus tard s'installer à Aumonzey. Sur le recensement de 36, ils sont encore à Granges. Dans les années 50, on sait qu'ils sont à Aumonzey. On ne sait pas exactement à quel moment ils ont déménagé. Peut-être à l'après-guerre, manifestement, parce qu'il y a quelques traces qui disent que dans les années 40, ils sont peut-être encore à Granges. Voilà. Donc cette famille, Léon et Adeline, ils ont 13 enfants qu'on peut retrouver ici. Brimbel, tu veux parler des enfants? Écoute, oui, déjà, je voudrais préciser, on ne va pas rentrer dans le détail, mais Léon Jacob a lui-même fait partie d'une fratrie. Là, on va pas en parler ce soir, mais il y a encore d'autres Jacob, donc plutôt localisés sur Granges. Donc, on va en voir encore toute une série de cousins. Maintenant, en ce qui concerne les enfants de Léon et Adeline, donc ils sont au nombre de 13. Donc, on peut voir déjà que l'aîné, Georges, né en 1920, très très peu de temps après le mariage de ses parents. Donc, de toute évidence, lui aussi est conçu bien avant, hein. Et donc, les naissances, elles vont s'étaler de 1920 à 1945, qui est la date de Marcel, que tout le monde connaît plus ou moins. Et donc, il y a 25 ans d'écart entre l'aîné de la fratrie et donc Marcel, qui en est le dernier. Là-dedans, donc, on s'intéresse plus particulièrement à Monique, qui se trouve en numéro 7 de la fratrie, et donc en plein milieu. Donc, jusqu'à présent, on sait beaucoup. Les personnages qu'on connaît le plus, ce sont surtout les frères et sœurs qui sont nés les plus proches en âge de Monique. Mais si on veut vraiment s'intéresser à la famille, il faut s'intéresser aussi aux aînés, parce qu'ils sont évoqués aussi un petit peu dans la littérature, mais très, très succinctement dans la littérature de l'affaire. Et ce jusqu'au cadet également. Et donc, cette fratrie Jacob, ils ont épousé des gens bien souvent d'Aumonzey, du coin, ou d'à peine un peu plus loin, et ce sont des noms qu'on connaît un peu dans l'affaire, mais on y reviendra probablement plus tard. Mais en balayant rapidement, on a des Rivoire, Humbert, Thomas, Thuriot, Pierrard et Colin. Alors Colin, je ne suis pas sûre de l'orthographe parce que je l'ai déjà trouvé avec un ou deux L, donc j'ai un petit doute là-dessus. Et puis les sœurs qui épousent deux frères Cunin, André et Pierre, ce sont les sœurs Suzanne et Yvette. Donc ça, c'est le tableau des Jacob. Donc, comme tu viens de le dire, les naissances étalées sur 25 ans. Et qui sont à Aumonzey dans les années 40, manifestement, et qui y sont encore pour un certain nombre en 84, mais surtout au moment de la naissance de Jackie, 53, l'année qui nous intéresse par rapport aux questions autour de sa paternité. À ce moment-là, il y a encore une bonne partie de la fratrie qui est à la maison. Georges est parti, Maurice est parti, Suzanne également, enfin, les aînés ne sont plus là. Thérèse, elle, se marie en 51 avec Marcel Laroche, mais ils habitent tous les deux toujours dans cette même maison. Alors c'est la maison dont on a déjà parlé, qui est rue du Bois du Creux, qu'on a appelée la maison de Louisette, parce que c'est là où on la connaît en 84. Ça a été d'abord la maison des Jacob, plus tard c'est devenu la maison de Marcel Laroche. Donc eux se marient en 51, ils habitent toujours à la maison. Monique, bien sûr, est encore là. Elle se marie en 53 avec Albert. René, qui est né en 32, j'ai pas l'année de son mariage, mais dans les années 50, il est sur le départ, on va dire. Louisette, en revanche, elle fait partie un peu des murs, elle tient la maison, elle y est arrivée en même temps que ses parents, et elle y est jusqu'en 84.
et même presque 86, moment où elle doit quitter la maison. Albert, qui est né en 37, dans les années 50, il est encore jeune, il est encore à la maison, Robert également, Gilbert qui décédera jeune, et Marcel aussi qui a son premier, j'ai pas la date exacte du mariage, mais leur fille Valérie née en 68, donc je crois que le mariage est aux alentours de 65, et il ira habiter à quelques centaines de mètres. En fait, ils sont vraiment toujours du coin. Et dans cet environnement, d'ailleurs, la plupart des gens, ça se faisait beaucoup dans cette vallée de la Vologne. Ils sont nés à un endroit, ils y ont grandi, ils y ont travaillé, et puis ils s'y marient, ils font leur nouveau foyer. Et on a comme ça un certain nombre de familles qui sont soit d'Aumonzé, soit des villages environnants, et qui y sont toujours des années après. D'ailleurs, on a fait un petit exercice qui peut paraître un peu... on a l'impression que ça ne sert pas à grand-chose, mais on a repris sur le recensement de 36 de Aumonzé, les garçons comme les filles qui sont nés de façon complètement arbitraire. On a pris une fenêtre entre 1929 et 1933 pour voir qui pouvaient être les camarades de jeu ou les petits amis ou la meilleure copine de Monique. Monique est née en 32. Donc là, vous avez des noms qu'on peut connaître. Je vous laisse regarder. Pareil pour les filles, il y a quelques noms qui nous sont familiers. On pourra y revenir à un autre moment. Il y a aussi le village de Granges qui finalement est tout près. Et dans ce village de Granges qui plus tard fusionnera avec Aumonzé, on a les Jacquel, donc les 4 frères Jacquel. On sait, on en a déjà parlé, que Roger parle d'une relation avec Thérèse avant son mariage. On pense que dans la bande de jeunes des années 50, il y a peut-être d'autres frères qui y étaient. Mais Roger donc va se marier plus tard avec Paulette Quinet. Tu veux dire un mot, Brimbel, sur Paulette Quinet? Paulette Quinet, donc elle est, ma foi, issue d'une fratrie de 2. Et elle vient de Arentès de Corcieux, qui est le village d'où vient également le personnage d'André Thiebaud, qui nous intrigue beaucoup. Donc, sachant que ce sont 2 petits villages, en fait, qui sont tellement petits pour situer, il n'y a qu'une seule école pour ces 2 villages réunis. Donc, on sait aussi qu'André Thiebaud a une histoire bien particulière. C'était une fratrie de 11 enfants. Le père est décédé en 1944, voire 45. Il y a un petit doute sur le sujet. Et la mère va... Mais en fait, comme dans la famille Jacob, il va y avoir une très grande amplitude dans les naissances. André, elle va l'avoir très tard, et André va perdre sa maman, va se retrouver orphelin très rapidement de mémoire à l'âge de 7 ans. Donc, comme cette histoire n'est quand même pas banale, de mon point de vue, il est absolument impossible que la famille Quinet, sachant que voilà, c'est un village de 200 âmes, de 200 âmes, sachant que bon, on a des fratries de facile 10 enfants, donc ça me paraît absolument impossible que cette famille Quinet ne connaisse pas la fratrie Thiebaud et son histoire aussi bien particulière. Alors Thiebaud, dans la littérature, on nous dit que donc il a eu une relation, il est interrogé par la police après les faits en 84. Donc il a eu une relation avec Monique peu de temps avant son mariage, avant sa rencontre et son mariage avec Albert Villemain. Mais toujours dans la littérature, en fait, dans les déclarations que Monique Villemain fera à la police, elle dit qu'elle est sortie également avec un garçon qui s'appelle Maurice Bégel. Maurice Bégel qui lui-même, lors d'une audition, dira qu'avant de connaître son épouse, il aura une relation pendant 3 ans avec Suzette Thuriot.
On aura d'autres occasions de parler de la famille Thuriot. Donc Maurice, il est né en 32, il a le même âge que Monique. Lui, donc, il vient de Granges, mais Granges, on le sait, hein, c'est à une portée de vélo au Monzet. Et il semblerait, d'après leur déclaration à tous les deux, qu'ils soient sortis ensemble à l'âge de 16 ans et que c'était juste un petit flirt de jeunesse. C'est seulement plus tard que Monique connaîtra ses émois. On ne sait pas vraiment avec qui. En tout cas, Thiebaud, dans ses déclarations, dira que c'est Monique qui l'a déniaisé. Voilà. Et dans les déclarations de Monique, toujours, on a un troisième nom d'une personne avec qui elle aurait eu des relations. C'est Arrigoni, André Arrigoni, qui est lui aussi né en 32. Vraiment, si on a repris les noms des gens qui sont nés dans ces années-là, c'est parce que vraiment les gens étaient à l'école ensemble. Alors, les garçons et les filles étaient séparés, mais il y avait les sorties d'école. Il y avait, quand les gens sont de la même classe, de la même génération, ils se retrouvent parfois avec les parents à l'église, lors d'activités, même s'il y avait beaucoup moins d'activités extrascolaires qu'aujourd'hui. Mais les gens se suivent, les gens du même âge se suivent. Donc, on voit que les copains que Monique évoque dans ses déclarations, ils sont nés en 31 ou en 32, comme elle, finalement, qui est née en 32, et son mari, en 31, pardon, et son mari, Albert, qui est né en 30. C'est vraiment ce groupe d'années-là. Donc, Arrigoni, moi, j'ai pas vraiment fouillé parce que c'est toi qui t'en es occupé, plutôt Brimbel. Arrigoni, ce qu'on sait, c'est qu'il habite à Aumonzey, à un moment ou à un autre. Son père est italien. Sa mère, Félicie Wassner, nom de jeune fille, a pris la nationalité italienne en se mariant en 26 avec son mari. Ils ont eu 3 enfants. Il semblerait que ils ont divorcé. Le divorce a été prononcé en 42. On a l'acte. Et il semblerait qu'elle ait eu une relation peut-être avant le divorce, parce que peut-être que le mari avait, le père des enfants avait disparu, et donc elle a eu une relation avec Alfred Saner, qui sur le recensement de 36 est indiqué comme étant pensionnaire chez eux. Et nous avons appris que alors, on n'a pas le détail, on n'a pas les années, mais manifestement, Albert Saner, est-ce que c'est le père ou pas des deux enfants, le second et le troisième, André, donc, qui nous intéresse, et Yvette, sa plus jeune sœur, est-ce que Saner serait leur père ou pas? Toujours est-il qu'il va les adopter au moment où il va se marier avec la mère. Et en tout cas, Yvette, on a retrouvé des documents portant son nom, Yvette Saner, et non plus Yvette Arrigoni, et il semblerait que ce soit la même chose pour André. Tu veux rajouter quelque chose sur les Arrigoni, Brambel? Écoute, non, tu l'as présenté très très bien. Bon, on remarque oui, il doit y avoir une histoire familiale un petit peu compliquée, hein, avec donc le monsieur Arrigoni. On remarque que Félicie, elle a son premier enfant, Édouard, à 17 ans. Il y avait un contexte un petit peu compliqué avec un décès. On a retrouvé donc des articles concernant le décès du grand-père, et la famille devait être dans le besoin. On retrouve des articles dans ce sens-là. Effectivement, au niveau des recensements, bon, sans certitude, mais je pense qu'Alfred Saner serait quand même le père biologique donc des deux cadets. Qui porte le nom parce que la maman n'a pas pu divorcer au moment de leur naissance, et puis d'après la loi, tant qu'il n'y a pas de divorce, les enfants sont réputés être ceux du mari. Mais vraiment, je pense qu'ils seraient quand même les enfants biologiques de ce monsieur Alfred Saner. Et de mémoire, là tu l'as évoqué rapidement, mais il me semble que tu m'avais dit c'est le père de Félicie qui décède
dans les années 42, donc plus ou moins au moment du divorce, et c'est pour ça que ça a repoussé peut-être les actes officiels et le mariage en 43, le temps de faire le deuil et les démarches du décès du père de Félicie, c'est ça? Non, je pense que Monsieur Arrigoni aurait disparu dans la nature. On trouve aucune trace. Alors, est-ce qu'il serait reparti en Italie? On ne sait pas. Je pense que ce qui a retardé les démarches, c'est surtout la guerre hein, qui est intervenue entre-temps. Oui, bien sûr. D'accord. Et donc, Alfred Saner, on n'a pas beaucoup de choses sur lui, mais Alfred Saner, il était domicilié chez ses parents à un âge relativement avancé en 31. Et en 36, donc, on le trouve officiellement pensionnaire chez Félicie. Sachant que les deux enfants sont nés en 32 et 34, donc 31 encore chez les parents, mais 32 et 34, ça pourrait, s'il a déménagé à ce moment-là, ça pourrait correspondre. Oui, voilà, et je pense que c'est une officialisation et c'est ce qui me fait dire qu'il serait le père biologique. Et à partir du moment où il reprend, donc le divorce est prononcé, elle se remarie. Et donc les enfants, André et Yvette, reprennent à ce moment-là le nom de famille Saner. Et tu as quelque chose sur la fratrie de Félicie Wasner? Ceci dit, bon, effectivement, on a trouvé donc de la documentation concernant Yvette, mais André, que ce soit au nom d'Arigoni ou au nom de Saner, on n'a rien retrouvé du tout. Ni au moment de l'instruction, parce que on sait que André Thiebaud va être interrogé, on sait que le premier flirt de Kevok Monique va être interrogé, mais on ne trouve absolument rien dans l'état actuel de nos modestes connaissances concernant ce monsieur André Arrigoni. Oui, pardon, je t'ai coupé. Il me semble que tu as quelque chose sur la fratrie Wasner, sur la famille de Félicie. Alors, Félicie, effectivement, c'est une famille nombreuse également. Donc là, je vais pas tous les citer, mais ce sont des gens qu'on va retrouver aussi essentiellement sur Granges. Donc une partie de la fratrie est née sur Barbey-Serroux et la seconde moitié sur Granges. Et donc il va y avoir aussi quelques connexions, mais je pense que là on va pas trop rentrer dans les détails. Quelques mariages où on va retrouver des noms de famille qui nous sont déjà familiers. Alors merci pour cette première présentation importante et bien réussie, bravo. Très compliqué quand on ne connaît pas le sujet, bien sûr. Pour synthétiser quand même rapidement, au final, on comprend qu'à Barbey-Serroux, on a du Thiebaud, on a du Tinet, on a du Wasner. Tous ces gens qu'on va retrouver un peu plus tard dans l'affaire, lointaine ou pas, quoi, et arrive ce mot, donc ce nom, André Thiebaud. On retrouve donc effectivement aussi du Jacquel. Jacquel, le mari de Pauline Quinet. Tout ça laisse Paulette, pardon. Tout ça laisse à réfléchir quand même beaucoup. On sent que ça peut. Ces gens-là, comme ils se suivent depuis très longtemps en termes de famille, du même village, et Barbel a bien expliqué, hein, c'est vraiment un tout petit village, et ces gens viennent d'ici, hein, en fait. Les gens qui vont donc croiser les Jacob plus tard. Les Jacob à Aumonzey. Pareil, pour synthétiser rapidement sur les Jacob, entre les Jacob à Granges, rue Poutreau, et les Jacob à Aumonzey, il y a un basculement. Au milieu de ce basculement, il y a la guerre aussi. Donc c'est sûrement très compliqué à comprendre ce déménagement. Ils ont leurs raisons. Mais à partir de, on va dire, 40, 45, quoi, la famille Jacob investit
au Monzet. Dans 53, hein, dans une dizaine d'années, Monique va accoucher de Jackie et elle cite André Thiébaut. Et ça nous ramène donc effectivement à son premier village, par exemple, à sa vie, Barbé-Sérou. Alors qu'on nomme pas comme ça parce que c'est aussi Arantes, mais c'est le même village, hein, Arantes de Courcieux, ces deux villages se touchent. Et donc forcément, on peut s'arrêter là-dessus. Et quand même, on- que faire d'autre pour l'instant dans la discussion? Je sais pas trop. Mais voilà la cartographie en fait des naissances de ces gens. On retrouve aussi donc effectivement les Cunins. On retrouve. Alors tu avais la liste aussi bravo Kraft, cette liste importante puisqu'on retrouve des gens qu'on a déjà entendu parler. Hein, Poirot, ben oui. Mougel, oui. Magron, oui. Godel, oui. Arrigoni. Le Marquis, c'est la famille qui vend du terrain à la famille Villemain, il me semble. De l'autre côté, il y a aussi les femmes. Bah alors, où elles ont gardé leur nom de jeunes filles, où elles se sont mariées. Donc là, c'est un peu plus compliqué à voir. Il y a des noms qui me disent pas grand-chose. Voire un me dit quelque chose, par exemple. Petite précision sur Georges cette Godel. liste. En bout de liste, quand il est indiqué 1984, c'est que ces gens-là sont encore sur l'annuaire en 84. Alors au niveau des filles, il n'y a pas grand monde parce que c'est rare que 30 ans après, elles aient gardé 50 ans après, même parce que c'est le recensement de 36. C'est rare qu'elles aient gardé le même nom. Mais en revanche, du côté des garçons, il y en a un peu plus. On a Louis-André Mougel, notamment. Bon, Gilbert Mougel, on ne l'a pas, puisque manifestement, ce serait le voisin de Bernard Laroche et de Marcel Jacob, et il s'est suicidé en 83. On a un Magron qui est toujours là, un Godel, un Le Marquis et un Ferry. L'idée, la carte est très bien pour ça. On s'en rend mieux compte quand même, je trouve, avec cette carte en tout cas, que toutes ces personnes restent à Aumonzey pendant très longtemps. Et il nous arrive la question de 53 avec la naissance de Jackie et la révélation d'André Thiébaut. Alors, un de mes phares au début de la conversation, c'était Arrigoni. C'est pas le fait qu'il soit coupable ou que c'est lui. Enfin, c'est pas la question. C'est un peu compliqué à suivre sur Arrigoni puisqu'il semble qu'il ait changé de nom en fait, mais qu'on l'a pas vraiment retrouvé ou cherché. Mais j'avais compris un peu mieux l'importance d'Arigoni sur son frère, par exemple. Alors, je l'explique mal, on peut peut-être me le rappeler, mais son frère qui devait fréquenter aussi l'école des Rivoires, avec les Rivoires, Rivoire, en fait, c'est Cécile Jacob, nom de jeune fille. Alors, je peux apporter une petite précision par Oui. rapport à ça, et Brimbelle pourra compléter si elle veut. Édouard, qui est parfois dans les recensements appelé Edmond, mais manifestement c'est le même, ou c'est peut-être une orthographe qui à un moment a été mal déchiffrée. Donc, il est né en 23 à Granges, mais ils habitent à Aumonzey. Et nous avons également donc la famille Rivoire. Nous connaissons surtout Cécile. Alors, eux aussi sont de Granges. Hein. On connaît surtout Cécile, qui sera la femme de Georges, de l'aîné des Jacob. Ils sont originaires de Chandray, mais ils habitent à Granges. Donc Cécile, elle est née en 20, donc c'est l'aînée. Mais elle a une sœur, Yvonne, qui est née en 23, donc la même année que l'aîné des garçons, Arrigoni. Et comme ils se retrouvent dans la même commune, en ayant le même âge, comme je le disais au début, il y a toutes les chances qu'ils se soient côtoyés à un moment ou à un autre. Donc on pense vraiment que les Rivoires et les Arrigoni, comme la plupart des autres familles finalement dans ces années-là, se connaissaient et avaient des relations. D'autant plus si du coup Georges épouse Cécile et leur aîné né en 47,
Donc, dans les années 50, quand Monique fréquente Arrigoni, Cécile, elle fait déjà partie du paysage, elle est déjà l'épouse du frère aîné. Et Georges, on sait qu'il est relativement, enfin, il est proche de sa sœur Monique. Donc, oui, ces gens. Mais on l'a déjà dit, en fait, il y avait, comme à toutes les époques, des bandes de jeunes, de gens qui avaient, dans une fourchette de peut-être 5 ans ou un peu plus, un peu moins avec les frères et sœurs, des bandes de jeunes qui se côtoyaient, qui se fréquentaient, qui ne se voyaient plus, qui se voyaient de nouveau, qui se présentaient les frères, les sœurs et, et qui se mariaient. Voilà, quoi, c'est un petit village de France dans les années 50, tout le monde se connaît, bien sûr. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Oui, donc pour en revenir vraiment à la famille, à la fratrie Jacob, à notre connaissance, ils vont tous rester quand même s'établir et rester sur Aumonzey ou vraiment très proches, sauf je dirais Maurice qui va se marier donc avec Marie-Thérèse Imbert. En août 53, si je ne me trompe, oui, c'est ça. Et lui, par contre, il va partir s'établir à Bruyères. Donc, bon, c'est pas très loin. On sait que ses enfants vont rester. Il y aura quand même beaucoup de contacts avec Aumonzey, mais il n'habitera pas sur place à partir du moment où, à partir de son mariage. Bon, Albert, on sait qu'il habitera à Granges, mais Granges, c'est presque la même commune. Donc, on a une grosse interrogation. Celui dont on sait le moins de choses, en fait, c'est Gilbert, dont on a la date de naissance, la date de décès. Donc, on remarque un décès à l'âge de 19 ans. Et pour l'instant, on n'a pas réussi à savoir ce qui a bien pu se passer. Alors, je reviens pour finir sur la première présentation de cette carte. Merci encore pour ce travail vraiment très très bien, enrichissant, très bien fait. Donc, on comprend que toutes ces personnes sont restées quand même, ou du moins étaient là déjà dans les années 50, au moment où il y a cette relation avec André Thiébaut. La question est maintenant de comprendre si la famille Jacob, dans son ensemble, à Aumonzey, entre les années 50 et 80, sont au courant d'un André Thiébaut, ou il n'y a que Monique qui le sait, qui l'a caché à sa famille. Est-ce qu'il y a un grand secret qui tiendrait sur toute la famille? Et alors, quand on voit le final avec André Thiébaut, ça vaut pas un secret. Il y a quelque chose d'étrange. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ce flottement, je trouve, où je comprends pas où c'est vraiment un grand complot familial qui n'a aucun intérêt? Ou est-ce qu'il nous manque quelque chose là? André Thiébaut, quand il sera retrouvé en 84 et auditionné, il dira la famille Jacob et les proches, la copine de Monique, dont je ne me rappelle plus le prénom, connaissaient mon existence, savaient que j'existais. Donc, peut-être qu'au fil des années, ils ont oublié son nom, mais peut-être que s'ils l'ont oublié, la première fois qu'ils vont l'entendre de nouveau, ils se rappelleront. Peut-être qu'ils l'ont bien en tête, la fratrie, les 13. Thérèse sera décédée, Gilbert aussi, mais la plupart seront encore là, les autres seront encore là dans les années 84-85. Alors, est-ce que Thiébaut est sincère lors de son audition en 84 quand il dit découvrir cette prétendue paternité? Parce qu'on a aussi dans la littérature des éléments qui disent que il aurait appris par son frère que Monique avait d'autres relations avec d'autres garçons. À un moment, on nous dit
qu'il aurait entendu que Monique était enceinte de ses œuvres. Mais du coup, soit il le savait dans les années 50, 53 en l'occurrence, soit il ne le savait pas. Mais est-ce qu'il l'a oublié en 84? Est-ce qu'on peut oublier qu'on nous a dit qu'une femme était enceinte de soi? Je ne pense pas. Ou alors est-ce qu'il ment? Ou est-ce qu'il ne l'a pas su dans les années 50? Je pense qu'on peut se poser ces questions-là. Non, mais il a dû partir sans le savoir. Si ça se trouve, elle ne le savait pas elle-même. Et donc après, bon, je ne sais pas, peut-être qu'il est reparti dans sa région, qu'elle ne l'a jamais revu depuis, et voilà. Oui, merci. Mais c'est bien le problème. Là où tu ne vois pas de problème, moi j'en vois un gros quand même. C'est que toute la partie où peut-être elle apprend qu'elle est enceinte et qu'elle lui a pas dit, ils se sont séparés pour une histoire d'amour, ils s'aiment plus, bon, tout ça, évidemment, ça peut arriver. L'urgence, après, d'après dans la littérature de Thiebaud et la littérature de l'affaire, la famille Jacob le cherche. C'est vraiment leur mission, ils le cherchent. C'est bien normal. Elle a 20 ans, elle est enceinte et il faut au moins qu'ils soient au courant. Même si ils ne retournent pas ensemble. Elle le garde pour elle, elle ne lui dit pas. Elle a ses raisons. Mais ça, il faut quand même l'admettre. L'urgence, après, c'est Albert Villemain. Alors là, c'est une bizarrerie supplémentaire. Albert Villemain, c'est pas le meilleur en termes de réputation. Et puis ils se connaissent pas suffisamment. Il y a une urgence telle que je ne comprends pas cette urgence. Puisqu'au départ, l'urgence est de trouver Thiebaud. Du coup, il disparaît totalement du jour au lendemain. Il n'existe plus. Je veux bien que ça devient presque un choix délibéré dans ces cas-là. Toute la famille. En même temps, le concernant, il y a quoi? On a une ou deux lignes à son sujet. Je ne sais pas comment on pourrait tirer des conclusions sur cette histoire, parce qu'elle n'est pas le sujet de l'affaire. Ah si, bah, je tire pas de conclusion. Bah, je sais pas qu'est-ce que tu entends par conclusion. Je suis pas en train de tirer une conclusion, là, je pose une question qui est importante. C'est-à-dire qu'on peut balayer en disant, bon, il était pas au courant et puis ils sont passés à autre chose, et Albert est passé par là. Là, c'est la bonne histoire. Je suis d'accord. Mais il y a un problème où il y a une urgence qui... Il y a une urgence qui change entre trouver Thiebaud et sauver l'honneur de Monique. Et puis plus personne va y revenir, tu comprends? Plus personne y revient. Mais la sœur de Thiebaud, elle n'a jamais entendu parler de cette histoire. Exactement. Ben oui, exactement. Donc c'est pareil, comme par le passé, on a déjà trouvé des histoires incohérentes. Le fait le passage de Léon Jacob cherchant André Thiebaud avec une fourche, c'est peut-être pas vrai aussi. Mais oui, c'est pas. Mais je suis en train de soulever le problème. Pourquoi donc si autant... ça se trouve. Mais ce que je veux dire, c'est que si ça se trouve, personne ne l'a cherché. Exactement. Mais je suis d'accord. Je veux te rapporter une petite précision là concernant André Thiebaud. En fait, il est l'avant-dernier, lui, de la fratrie. Comme je l'ai dit rapidement tout à l'heure, il est orphelin. Pendant la guerre, c'est la fratrie va faire tourner la ferme. Et en 1951, la dernière de la fratrie va trouver à se marier. Et c'est le moment où la fratrie va finalement vendre la ferme où il habite. Donc 1951, qui correspond aussi donc à ses 20 ans et à l'âge de la conscription. Et à la rencontre de Monique. Donc moi je pense qu'il doit fréquenter Monique juste avant son départ à l'armée. Hein, il va être appelé donc forcément pas dans le coin, donc probablement en Alsace. J'ai pas vraiment d'informations puisqu'on va le retrouver là-bas, mais ça c'est de la spéculation. À partir du moment où il est appelé militaire, finalement, il a plus vraiment de point de chute. Donc il va aller vivre sa vie et quitter la région à ce moment-là. Et lui, en 51, il n'est pas encore avec Monique.
Je pense pas, parce que ça voudrait dire qu'ils restent bien 2 années ensemble. Et s'ils sont restés bien 2 années ensemble, puisque Jackie naît en octobre 51, C'est vrai ça voudrait dire que tout le monde est au courant s'ils sont restés 2 ans ensemble. Vraiment, là, il n'y a plus de doute. Oui, vous avez parfaitement raison. Ça Et colle un, pas au c'est- niveau des dates, oui, puisque la conception de Jackie, ce serait donc janvier, février 53. Oui, ok, d'accord. 51, c'est l'année de mariage de Thérèse, du De coup. Thérèse, ouais. Et c'est là où je rappelle que Barbey-Serroux, c'est les villes des Quinet, c'est la ville de Thiébaut. Bah, c'est à côté, C'est hein. pas loin. Oui, c'est pas loin. C'est pas très loin aussi d'Arigoni, du coup, avec sa famille de substitution. Du coup, et ça nous ramène au Jacquel, par exemple. Par Voilà, exemple. c'est vrai que à l'été 53, en l'espace d'un mois, on a 3 mariages. On a celui donc de Roger Jacquel avec Paulette Kinette. On a celui de Maurice donc avec Marie-Thérèse Imbert. Et on a celui de Monique avec Albert. Mhm. Sachant que au préalable, on sait donc qu'il y a eu une relation entre Roger Jacquel et Thérèse, qui est la sœur inséparable de Monique au moment de leur jeunesse. Donc ils se sont forcément côtoyés, ces gens-là, forcément. Merci. On y arrive, hein, doucement, mais bien plus précisément aujourd'hui encore, hein. On y est, hein. C'est même plus les Jacquel, c'est bien plus que ça. Et alors, il faudrait comprendre ça maintenant. Quinet, par exemple, mari et femme avec Jacquel, connaissant la famille Thiébaut, admettons, du même village, très petit, l'école, bon, etc., ne seraient pas au courant de cette histoire, par exemple. Eux-mêmes qui sont au cœur, pas très loin en tout cas, de la famille Villemain. Et qui sont là depuis très longtemps. Si on commence par les Jacquel. Mais au final, c'est la même chose avec Quinet. C'est la même chose avec les Thiébaut, avec les Arrigoni. Bon, même s'ils changent de nom, ça devient un autre nom, mais c'est encore plus compliqué. Mais toutes ces personnes-là, au final, dans les années 50, c'est le climax. Ils se connaissent tous. Alors comment ils pourraient échapper? Enfin, cette légende que c'est Thiébaut, le père de Jackie, à l'époque, comment ils pourraient ne pas le savoir, ça? Il y a quelqu'un dans ce groupe-là, peut-être qui se sert de tout ça, hein. C'est une histoire d'adulte. Comment peut ressurgir le nom Thiébaut, du coup, de tout ça? Que le nom? Alors, comment il peut ressortir, je sais pas, mais par qui il ressort, ça, on le sait. Bah, on sait que c'est le corbeau qui en parle, hein. C'est ça. Donc lui, il le sait. Bah, à l'époque, comment dire, à l'époque, cette histoire, elle a fait du bruit dans un certain cercle. Bien sûr. Bah, c'est ce cercle qu'on parle, hein, en ce moment, hein. Exactement, c'est celui-là. Parce que l'histoire de Monique, C'est elle est partie d'Aumonzay pour aller faire le tour de Granges. Parce ils en ont entendu parler à Granges. c'est ce que dit Thiébaut. Voilà. Hmm. Non, il en a entendu parler à Aumonzay et un bruit, et ça courait à À Granges, Granges. d'après son frère. Donc déjà, ils sont à Granges à cette époque, ils sont dans les bistrots. Donc déjà, tu vois, ils sont bien à Granges pour moi, ils sont bien là. Alors, tu retrouves même sa sœur Charlotte qui a jamais bougé, et elle qui découvre cette histoire dans les journaux. Alors, quand même, c'est étrange. Mais autour de ça,
Bah, pas C'est- tellement, hein. Oui, C'est non, pas mais parce que, pourquoi non, mais pas? ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on est c'est pas parce que c'est de la même famille qu'ils se fréquentent. Oui, je veux bien, Pas mais parce que c'est pas parce qu'ils sont voisins qu'ils se fréquentent non plus. non, non, mais je suis d'accord avec toi. Ouais. Peut-être elle peut bien ne pas le savoir. Mais au moins, on peut reconnaître aujourd'hui que ces personnes qui ressortent 30 ans plus tard, pour certaines personnes, ils arrivent tous des mêmes villages, par grappe. Ouais, bien sûr. Ils sont tous en relation depuis longtemps, ils se connaissent vraiment tous, ils connaissent les noms de famille, qui est qui. Donc, que la personne ressorte le nom Thiebaud en 83, alors que c'est une histoire qui date de 30 ans et que normalement, voilà, il y a un problème ou il n'y a pas de problème? C'est ça, c'est bien ça le problème en fait. Il y a un problème ou il n'y a pas de problème? C'est ça le problème. Ça veut plus rien dire. Parce que là, ça tourne bizarre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah, c'est-à-dire la personne, c'est-à-dire pourquoi cette personne choisit cet angle d'attaque. Déjà parce que elle a l'information, mais pourquoi elle choisit cet angle d'attaque-là? D'ailleurs, à ce propos, tu n'étais pas là hier et tu sais qu'on a parlé de cette histoire de Louisette. Euh, Tu sais qu'on a quand même capté que la mémoire de la maison des Jacob à Mhm. partir des années 40, c'est Louisette. Ouais, ouais. Et c'est la dernière à partir. C'est la Mhm. première arrivée, c'est la dernière à partir. Elle a tout vu en 40 ans dans cette maison. Louisette. Elle est témoin de tout. Elle est témoin d'absolument tout, on est bien d'accord. À l'intérieur de cette maison, il y a une autre personne qu'il faut rajouter aujourd'hui. C'est très Marcel important. Laroche. Marcel Laroche. Il est aussi témoin au même niveau que Louisette. Bah, il y a Bernard Laroche, il y a Jackie, il y a Marcel. Oui, mais Là, du coup, on va pouvoir faire le grand. là, il y a... Bah, par exemple, quand je parle de ça, parce que j'imagine ça après la mort des parents. Léon, bon, Adeline, il se suit à 3 ans près. Mm. Et après, il y a la vie de Louisette, de Chantal et de Marcel Laroche. Elle continue. Ils se retrouvent donc à 3 dans cette maison. Ben oui. Oui? Ah, ça Il m'intrigue. semble. Enfin, en tout cas, voilà, pour du contraire, il semblerait. Et c'est bien Marcel Laroche qui devient propriétaire de la maison. Donc, en fait, il garde Louisette. C'est bien volontaire. Mhm. Ouais. Depuis 40 ans, ils vivent ensemble. Ouais, et Marcel Laroche ne s'est jamais remarié. Ouais. Et Louisette, elle sait tout. Toute l'histoire des Jacob. Et il y a un truc, alors je sais pas si tu es au courant, si tu peux nous rajouter un truc là-dessus, parce que ça m'avait échappé, ou je le savais pas. On me confirme que Monique ne parle pas à Louisette, ou Louisette ne parle pas à Monique. Ils se fréquentent pas du tout, les deux, hein, mais absolument pas. Monique, elle est proche de ses sœurs, de certains de ses frères, et elle parle ni à Marcel ni à Louisette. Moins, on va dire. Elle se fréquente pas. Tu parles de Marcel Laroche. Mhm. Non, Marcel Jacob. Ah, Marcel Jacob. Je sais pas, j'ai un doute. Je sais plus si c'est Marcel. Ah, du coup, tu me fais douter. Pourtant, et je crois, non, parce qu'on parlait bien de sa famille. C'est bien, elle est pas trop proche ni de. Elle se fréquente pas avec Louisette et elle n'est pas très proche de Marcel. Et qu'est-ce Elle qu'on est plus pense? proche des frères et sœurs de son âge, je pense. C'est plus une question de ça. Après, s'agissant de pourquoi elle ne parle pas à Louisette, c'est parce que depuis qu'on l'a priée de ne plus revenir, mais je pense que c'est un faux prétexte. Parce que Louisette non plus, on l'emmène pas chez, elle va pas chez les Vilma, par exemple. Oui, elle va pas céder les assiettes, mais chez personne, chez aucun Jacob non plus, Ouais. hein. Donc ça, c'est pas... Personne va se C'est battre pour plutôt eux qui y récupérer. vont. Ouais, bah justement.
Parce que la discussion hier, c'est que pour moi, il n'y a pas que les Jacob, déjà, il n'y a pas beaucoup de Jacob qui vont voir Louisette, je suis désolé. Et il n'y a pas que les Jacob, justement. Parce que, regarde, entre le début de. Enfin, quand Marcel Laroche tombe malade, c'est au début du corbotage. Tu comprends que Marcel, il a vécu toute sa vie dans cette maison avec Louisette. Mhm. Il y a des allers-retours, l'hôpital, tout ça. Il y a un changement là qui se passe dans la maison. Alors, Louisette, alors, je sais qu'on va parler tout de suite de Bernard Laroche et tout ça, mais Bernard, il est en train de finir sa maison, il y a son petit, il y a sa femme, lui, il y a son truc là-haut à 300 mètres. Mais que devient la vie de Louisette à partir de ce moment? Puisqu'il y a un changement, Marcel Laroche quitte petit à petit la maison, et à partir de ce moment-là, Louisette vit toute seule, pour la première fois de sa vie, avec sa fille. Il est faux de dire qu'elle vit avec Bernard Laroche, c'est pas vrai. Hein. Mais là, il y a un appel d'air, là. Il y a quelque chose, il y a un barrage qui tombe. C'est-à-dire que, pour moi, Louisette, elle devient disponible à des personnes qui pourraient discuter avec elle en buvant un coup. C'est pas difficile de faire parler Louisette. Tu vois, on a l'exemple de Kerr. Donc, Oh certes, bah, on est à un doigt de dire. Ah bah, elle fait la conversation à Marcel. non, c'est parce que là, c'est. Disons que. Comment dire ça? Je comprends que c'est tentant d'amener toujours les Jacob. Mais moi, je te dis qu'ils sont pas si proches que ça avec Louisette. Mais Louisette, ça fait bien plus de 40 ans que j'allais dans le village. Elle a une petite vie quand même ici, Louisette. Elle vit pas. On a l'impression que ils vivent. Non, elle fait les courses, Oui, exactement. elle va au village, elle est autonome, oui. Exactement. Et donc, ça fait des années qu'elle est là dans dans le même village, dans la même rue. Tout le monde la Alors, connaît. voilà. Et donc, on me dit, ouais, c'est les Jacob. Et moi, on comprend en tout cas qu'il n'y a pas trop de Jacob qui viennent la voir. Personne va se battre pour récupérer Louisette chez les Jacob. Hein. Ça tombe sur. C'est plutôt Marie-Ange Laroche qui sauve les meubles. Hein. On a beau l'accuser, mais là-dessus, c'est plutôt elle. Hein. Il n'y en a pas un qui va vouloir récupérer Louisette. Et quand on me dit, oui, passez la voir, non, je suis pas si sûr. Parce que justement, c'est Laroche qui s'en occupe. Donc, qui vient voir Louisette? Alors, il y a probablement, mais c'est pas la famille, du coup, il y a probablement des voisins. Ça fait 40 ans qu'ils habitent cette maison-là. Donc, il y a probablement des gens qui habitaient cette même rue ou le même quartier qui venaient l'après-midi boire le café ou boire un coup avec Louisette à la maison. Elle perd ses parents, sa mère en 75, son père est déjà mort en 72. Laroche n'est plus là en 82. Oui, il y a probablement des gens qui passent. Alors après, la plupart devaient être des gens bien intentionnés qui venaient socialiser avec elle. Mais il a pu y avoir des gens qui venaient pour la faire parler, lui faire raconter des histoires. Et comme tu viens de le dire, oui, elle devait parler facilement, certainement. Vous voyez, pour arriver à une réflexion comme ça, il faudrait arriver à imaginer la vie de Marcel Laroche avec Louisette. Parce que il y a un basculement dans les murs de la maison à partir de 81. Il y a un changement. Marcel Laroche commence à rentrer à l'hôpital. C'est un changement majeur dans un endroit qui était toujours le même et qui était la routine depuis toujours. Quelle est la place de Laroche avec Louisette? Parce que Mais du Léon, coup, tout ça, il il est... devient- Oui. lui, du coup, il devient propriétaire à partir de quand? Après la mort de la grand-mère, finalement. À partir de 75, on va dire 76, 77. Oui, moi je crois que c'est avec les frères Jacob, le plus grand. Brimbel hier a émis une hypothèse qui était hyper intéressante sur... il y avait peut-être aussi une histoire de viager. Non, mais je pense qu'ils étaient locataires, moi. Non, ils sont propriétaires. Non, non, Laroche est propriétaire après. Non, mais les Jacob. Parce que c'est Albert qui rachète la maison.
Pourquoi il n'en hérite pas, Albert, puisqu'il la Ah rachète? oui, tu veux dire avant. Oui, d'abord, ils sont d'abord Tu vois? locataires. Après, Ensuite, Albert Albert, achète la maison. il la vend à Marcel. Oui, c'est ça, oui. Et après intervient Brimbeck qui disait il y a peut-être une histoire de viager aussi. Puisqu'il y a une Après, histoire de lettres, tu sais, le Père Léon me fait chanter, il y avait tout ce bordel. Alors je sais pas si ça va avec le terrain ou la maison, ça. Alors, Ce serait Albert me fait chanter. Parce Albert, que oui. la question s'était posée à savoir si c'était Albert Villemain ou Albert Jacob. Oui, pardon, ça, oui, c'est Albert. Donc il y avait cette histoire de viager, mais bon, ça. Mais l'essentiel dans la réflexion, quand même, c'est que d'un coup de réaliser la place de Louisette dans cette maison. Il y a une histoire de loyauté. Quand Marcel Jacob s'est retrouvé veuf avec un nouveau-né sur les bras, il s'est complètement intégré à la famille Jacob. On dit que c'est Adeline qui a élevé les enfants, mais j'ai un peu dans l'idée que ce serait surtout Louisette qui se serait occupée, puisque on sait qu'Adeline a eu des gros soucis de santé aussi. Donc, moi, je pense que c'est plus Louisette qui a servi de maman, de référent maternel à, à Bernard. Et il aurait fait, donc il se sentait investi, pas d'une mission, mais il se sentait redevable par rapport à Louisette, et donc il aurait transmis ce devoir à son fils Bernard. Oui, redevable, je pense qu'on peut même dire reconnaissant, parce que oui, Louisette avait 20 ans au moment de la naissance de Bernard Laroche. Ça a été une maman de substitution, très probablement. Puisqu'elle elle était en permanence là. Oui, mais ça, Elle fait partie des murs, oui. je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. C'est-à-dire que dans la version officielle, on couche, enfin, on met Louisette dans la chambre du père toute sa vie. Je m'interroge sur Marcel Laroche. C'est presque normal mon interrogation. C'est un homme qui n'a pas refait sa vie. Ils vivent depuis qu'est-ce des qu'il fait années là? ensemble. Oui, je cherche à... D'un coup, je réalise que oui, c'est bien beau de mettre Louisette dans le lit de Léon. Mais Marcel, il fait quoi alors? Mais en fait, après, ils vivent ensemble les deux. On ne sait Exactement. pas exactement comment ça se passe. Merci R. Parce qu'après Est-ce qu'ils arrive... vivent vraiment comme frères et sœurs? Alors, moi, Comme colocataire. Moi, dans cette affaire particulièrement, je n'ai rien lu qui dirait qu'il y aurait une relation plus poussée entre Louisette et Marcel. En revanche, dans des tas de familles, quand une femme décède, enfin, en tout cas à cette époque, à la campagne et même peut-être plus largement, quand une femme décède, s'il y a une sœur qui est disponible, très souvent, surtout quand il y a des enfants, les veufs épousent ou se rapprochent des sœurs qui deviennent des mères de substitution et des épouses. C'est un truc qui est très classique en fait. Il y a peut-être un mariage secret, si on fouille bien. J'imagine. Mais voilà, parce que Marcel, avant de décéder, il range ses affaires et il dit bien à son fils de s'occuper de Louisette quand même. Coûte que coûte. Et quand il a acheté la maison, bon, je veux bien qu'il y ait des relations de famille et tout ça. Mais administrativement, si c'est lui le propriétaire, il peut mettre dehors qui il veut. Hein. En fait, la question, c'est comment se fait-il, en devenant propriétaire, il garde Louisette? Et sa fille. Il n'est pas obligé de la garder. Non, mais je pense que c'est un devoir moral pour lui. Oui. Bon, dans toute la littérature, on entend toujours que Marcel Laroche était un homme bon, et on entend aussi qu'il était très lié. C'était vraiment
pour ainsi dire, le seul copain d'Albert Villemain. Merci de rebondir là-dessus. Même chose à ce propos. C'est-à-dire que Albert, quand il vient, il est traité comme une merde. À cette époque, il y a Marcel Laroche, là, qui est lui, par contre, le meilleur ami d'Albert. Mais alors, Monique accuse Albert d'avoir couché avec Thérèse. Ça fait rire presque, mais bon, c'est pas drôle, mais Thérèse, la femme de Marcel, qui sont donc les meilleurs amis du monde, c'est présenté comme ça. Hein? Pourquoi pas? Moi, je veux bien, mais c'est comme ça que tu comprends l'histoire. Si tu suis la chronologie et toute l'histoire qu'on te raconte, quoi. Donc, c'est le meilleur ami du maudit. Et lui, il vit au cœur de la maison. En 80, il commence à être malade, tombe malade, et c'est le début du bordel. Une personne reste dans la maison, Louisette. Elle, c'est la mémoire de la maison. Il y a un rempart peut-être après la mort de Léon, après la mort d'Adeline. Et d'ailleurs, on pourrait se poser même la question, après la mort de Léon, que devient la relation entre Louisette et Adeline dans la même maison sans le père? Mais bon, là c'est trop, on pourra jamais savoir. Mais il y a toujours Marcel Laroche. Alors évidemment, c'est casse-gueule parce qu'on va toujours nous ramener à Bernard, mais je vois pas ça si simple que ça, hein. Je me demande, Monique, enfin pardon, je terminerai juste là-dessus, je suis un peu long, mais je me demande, Louisette, à partir du moment qu'il n'y a plus Marcel, elle fréquente qui dans la maison? Qui? Cette mémoire, pardon, je vous ai coupé. Hein. Vraiment. Non, c'était accessoire. Je voulais juste faire une petite remarque sur l'âge de Marcel. Marcel, il est un petit peu entre deux générations. Il est plus de l'âge voilà, des frères aînés hein, de Monique. Parce qu'on a vu toute la petite clique là, des années 30, 31, 32 jusqu'à 34. Marcel est né en 1922. Il était un petit peu plus âgé que bon, il y a par exemple 8 ans d'écart, 22 à 30. Oui, il a 8 ans d'écart avec Albert. Parce que Louisette, le problème, c'est que elle est, comme c'est la mémoire de la maison, elle est aussi accessible d'une certaine manière. Je ne connais pas la vie après. Et c'est faux de penser tout de suite que Bernard Laroche, il est là et il a autre chose aussi à faire. C'est pas le meilleur moment avec tout ce qui se retrouve à faire là. Mais s'il y a une information, enfin à faire dans sa vie, hein, mais s'il y a une information Thiebaud qui ressort comme ça, une personne par exemple peut l'avoir entendu à l'époque, ne pas l'avoir oublié, c'est Louisette. Et alors, le truc le plus stupéfiant, c'est que les deux sœurs ne discutent pas ensemble. Bah disons. Et sur la seule image qu'on a de Louisette, c'est même pas des Jacob, c'est des Cunin qui sont à l'image. Hein. C'est même pas des Jacob. Ils sont très très loin de Louisette, les Jacob. Hein. Bah, c'est des Cunin, mais c'est des épouses Cunin. Oui, c'est les épouses Cunin, ouais. Ouais. Parce que je suis désolé, là, c'est sur les images. Aujourd'hui, ça peut plus mentir. Qui c'est qui récupère Louisette? C'est les Bols et les Laroche. Hein. C'est les bols, ouais. Bah oui, hein. C'est pas les Jacob. Hein. Personne va courir après Louisette. Hein. C'est pas beau de dire ah ben après c'est les Jacob qui sont venus demander à Louisette et il n'y en a pas un autour d'elle. Hein. Ah ben, et en plus, Louisette, elle n'est pas toute seule. Hein. Elle a, il y a sa fille Chantal dans le pactage. Hein. En plus. Alors elle est suivie sûrement en plus parce qu'elle doit avoir une petite pension. La fille, elle travaille dans un atelier fermé, protégé. Bon, ils doivent toucher un petit peu d'argent. Ils ne doivent pas payer de loyer. Ils doivent vivre pauvrement, quoi. Ils payent leur truc. Il n'y a pas de gros besoins, oui. Bernard a décidé, par rapport au père, ben, il les laisse là pour l'instant. Il va s'en occuper un peu. Il a sa vie à côté. Mais Louisette, sa vie,
Elle n'est pas arrêtée, c'est pas vrai. C'est au Monzet depuis 40 ans. Elle fait ses courses. Elle va boire le coup où on lui offre un coup. Enfin voilà, elle aime un petit peu boire. Bon, il y a tout ça, quoi. Ça peut pas se réduire à Bernard Laroche, la vie de Louisette, c'est pas vrai. Elle fait tourner la maison. Elle se retrouve. Le grand changement, je trouve, c'est au moment où le corbeau arrive, et ben pour elle, il y a un changement aussi majeur dans sa vie. Elle va maintenant s'occuper. Est-ce qu'il y avait un tuteur de Louisette, par exemple? Une tutrice? Je sais pas, ça. Manifestement, ça n'intervient qu'en 86, Donc à avant, l'initiative de Marie-Ange. donc avant la personne morale de Louisette, c'était Marcel Laroche, après ça devient Bernard, quoi, normalement. Puisqu'il Oui, a mais un œil dessus. ça s'est peut-être fait un peu de façon tacite. Oui, oui, exactement. Oui. Oui, je pense que c'était. Mais tant qu'il y a Marcel Laroche à la maison, ça tourne. Et après, il y a la mort de Léon en 72. Et ben voilà, la vie continue à défiler. Donc là, il y a toute une vie. Des repas, la vaisselle, regarder la télé ensemble. C'est la vie de tous les jours dans la maison. Et ben là, il y a Louisette, Chantal, Marcel Laroche. Bah oui. Même Bernard, et à cette époque, il est loin de tout ça. Il vit avec Marie-Ange. Ils ont l'idée de faire construire. Ils y ont un petit Alors, peu habité, mais très peu de temps, au final. Et plus tard, c'est les sœurs au bol. J'ai vu quelque part qu'en fait, les filles, quand elles gardaient le petit Sébastien, en fait, elles n'habitaient pas tellement chez, chez Bernard et Marie-Ange Laroche. Hein. Ils étaient chez Louisette, ouais. Isabelle et puis Muriel, ouais. Bah, à mon avis, la maison de Louisette, c'est un moulin, quoi. Une auberge espagnole. Ouais. Voilà, les gens passent, viennent prendre un café, viennent discuter, on papote de tout et de rien, surtout de ceux qui ne sont pas là. Exactement. Et, Merci. Merci Peut-être de- ça se passe plus dans la cuisine de Monique, mais dans la cuisine de Louisette, quoi. Exact. Merci d'arriver à ça. On y arrive. Merci, ça fait plaisir. Ouais. Et Bernard, enfant, c'est sûr, il y a habité. Marcel, il y est resté aussi longtemps, jusqu'à son mariage, dans les années 60. Gilbert, bon, il est décédé en 61, mais donc jusque... bon, les parents décèdent en 72 et 75, mais les dernières années, quand il y avait encore les parents, il y avait Louisette, il y avait en tout cas Gilbert jusqu'en 61, Marcel, Bernard. Très tôt dans les années 55, dans ces eaux-là, il y avait Jackie aussi qui habitait là-bas. C'est un peu, oui, c'est un peu la maison de tout le monde. Bah oui. Avec les aînés qui passent une fois de temps en temps aussi, prendre des nouvelles. Avec leurs enfants aussi, qui ont peut-être aussi passé du temps là-bas. Moi, je pense que tant qu'il y a les parents, ils passent un peu. Et puis quand les parents sont décédés, je pense qu'ils passeront pas vraiment. C'est pas vrai? Parce que il y a Marcel Laroche. Il est là, c'est chez lui. Bon. Il y a pas de, Après, je vois pas la raison, puisqu'ils sont pas. Tu te rends compte comment ça se termine avec Louisette? Il y a pas un, sur toute la famille, il y en a pas un qui dit je m'en occupe. Et on me dit bah oui, il passait de temps en temps. Je suis pas sûr justement. Vraiment pas. Non, c'est les Laroche qui l'ont pris en Bah charge. oui, bah. Oui, les Laroche et par extension du coup l'école. Bah oui. Donc je me dis d'un coup que tiens, comme en plus cette maison, bah effectivement, je commence à comprendre qu'il y a des va-et-vient. Et Louisette a sa vie aussi à Aumonzey. Elle discute aussi avec des gens. Elle boit le coup. De le réduire à Bernard, je trouve ça minimum. Elle s'est occupée, elle lui a mis des couches dans cette maison-là, donc elle était là bien avant lui. Elle a Alors, 20 ans plus que lui. qui fait parler Louisette, peut-être? Parce que, voilà, le soleil de tout ça, ben, c'est Louisette. Elle sait tout. Elle sait qui était dans la cuisine le 16 octobre, et elle sait si c'est André Thiébaut, quoi, ou pas. Voilà. Elle le sait. Dans la maison, dans le lit de son père. Tu vois? Alors, qu'est-ce qui se passe? On va pas venir l'emmerder, hein, Louisette. On va pas venir lui poser la question, hein. On la prend pour une teubée, donc
Mais elle peut dire des choses, et puis tout son contraire. Alors, On en revient aussi au premier à avoir mis le doute dans la tête de Jackie quand il était gosse, qu'il se rende compte qu'il n'était pas un enfant tout à fait comme les autres. Donc ça dans la littérature, la femme de Georges aurait joué un grand rôle là-dedans. Donc elle n'aurait pas dit la vérité, hein, mais par petites touches comme ça, c'est elle qui aurait insufflé le doute à Jackie. mais du coup, Cécile, quand on en parle, il faut l'imaginer qu'il croise toute sa vie Louisette, par exemple, aussi. Donc, Voilà. ces deux femmes, par exemple, pour être au courant de la réalité de 53. Voilà, là on avance. Parce que voilà, ça nous ramène toujours au même endroit, au Monzet, années 50. Bon, il y a quand même. C'est où personne n'est au courant ou tout le monde. Ça peut pas être. J'arrive pas à y croire. Tout est entremêlé les uns aux autres et on me dirait qu'il y aurait des compartiments là-dedans. Non, mais je peux pas y croire.